Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième rencontre quotidienne, un politicien à la fois. Depuis hier, nous recevons chaque jour un représentant des 5 partis politiques francophones siégeant dans les institutions parlementaires. Et aujourd'hui, nous accueillons avec joie André Flahault pour le Parti socialiste et président sortant de la Chambre des représentants. Alors, Monsieur Flahault, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions et à celles des internautes sur les réseaux sociaux ou à l'adresse débat@mcbf.be. Alors, avant de dresser votre portrait, rappelons les thèmes que nous aborderons durant cet entretien, notamment le type de société que nous voulons avoir sur le plan éthique. Nous parlerons aussi d'Europe sociale, d'immigration et de coopération au développement. Et enfin, on s'interrogera, les catholiques ont-ils le droit à la parole dans le débat politique? Mathieu Brunzel est à mes côtés pour vous interroger, tandis que Thierry Grolich nous fera part des réactions sur les réseaux sociaux et des questions que nous pose l'association Nous Citoyens. Alors commençons tout de suite par votre portrait express, si vous voulez bien, que nous dresse Mathieu Brunzel. Alors André Flahault, vous êtes bien connu des Belges, vous et votre célèbre écharpe rouge. Active en politique depuis de nombreuses années, vous êtes un peu le régional de l'étape, puisque vous êtes conseiller communal à Nivelles et que nous sommes aujourd'hui en studio à Wavre. Si votre passage au centre d'études du PS ou à l'Office national de l'enfance sont un peu passés dans l'ombre, le grand public vous a surtout connu en tant que ministre de la Défense de 1999 à 2007. Alors après avoir profondément réformé l'armée belge, on vous confie une nouvelle mission spéciale, celle de présider la Chambre des représentants après la longue crise institutionnelle de 2010. Vous êtes désormais au perchoir du Parlement et c'est à ce titre que vous avez présidé à la prestation de serment du nouveau roi Philippe le 21 juillet dernier. Est-ce que vous retrouverez ce poste au soir du 25 mai ? C'est possible puisque vous êtes la tête de liste pour le Parti socialiste en Brabant-Wallon. Et tout de suite, nous commençons avec le premier thème de cette émission, l'Europe sociale. Alors, vous reconnaîtrez, je suppose, André Flahault, que si on a créé l'Europe monétaire et politique et que tout ça a été mené à bien, l'Europe sociale, elle, est un peu en panne. Cela crée des disparités, des inégalités au sein de l'Union, une espèce d'intra-concurrence. Les socialistes forment pourtant le deuxième groupe au Parlement européen. Alors, très honnêtement, André Flahault, est-ce que sur le plan de l'Europe sociale, vous ne pensez pas que votre formation a un peu raté le coche ? Si on donne les moyens à ma formation de modifier les choses avec une force parlementaire suffisante, croyez-moi, les choses changeront. Et il faut d'ailleurs attirer l'attention des auditeurs sur l'importance de l'élection européenne. Toutes les élections sont importantes et l'obligation d'aller voter est importante aussi et doit être maintenue dans notre pays. Mais pour la première fois, nous avons peut-être l'opportunité de faire jouer un rôle plus important au Parlement européen. Et vous n'en voudrez pas au président du Parlement belge de plaider pour que on soit effectivement attentif à ce que ce Parlement soit revêtu d'un réel pouvoir politique, comme c'est le cas dans toutes les démocraties. Et ce Parlement européen, le groupe qui sera le plus important, pourra désigner le président de la Commission européenne. Et il y aura sans doute, ou il y aurait une différence si la Commission était dirigée par un conservateur ou par un socialiste. Je crois que là est le débat, mais ce n'est pas ça qui va changer tout. Je crois que l'Europe a dérivé. Elle a dérivé parce que les principes fondateurs de l'Europe sont des principes de solidarité. Il ne faut pas oublier que l'Europe nous permet de vivre depuis 70 ans en paix, et ça c'est un des grands acquis, il faut le reconnaître. Sans doute que l'existence de l'euro et de l'Europe a évité des évaluations successives lors de la crise bancaire et financière qui n'étaient pas provoquées par les hommes et les femmes politiques. Mais cette Europe, c'est effectivement avant tout un grand marché. Mais un grand marché pour celles et ceux qui font des affaires, celles et ceux qui font des bénéfices. Et nous voulons revenir en quelque sorte à une Europe des gens. Parce qu'aujourd'hui, le travailleur polonais que l'on amène ici, qui est un Européen, qui est un travailleur détaché, comme l'on dit, il est exploité par des patrons et il devient la cible de ses collègues travailleurs belges. Donc, il faut aspirer vers le haut les travailleurs plutôt que d'uniformiser et d'abaisser pour des raisons de compétitivité ou de gain. Et alors pour vous, quelle devrait être la mesure d'urgence votée au niveau européen en matière sociale ? Il y a certainement 2 mesures qui doivent être prises. Une généralisation d'un salaire minimum. On a vu que l'entrée des socialistes avec M. Schulz en Allemagne a amené le salaire minimum. C'est donc un signal que si on a au pouvoir un peu plus au niveau européen, c'est dans cette direction-là que l'on ira. Et deuxième mesure importante qui met du temps à voir le jour, c'est par exemple une taxe sur les transactions financières qui permettrait
avec une très petite taxe, de dégager des milliards d'euros qui pourraient être réinjectés quelque part dans des préoccupations sociales, de proximité, d'emploi. On en parle beaucoup de cette taxe, mais finalement, c'est un peu l'arlésienne. C'est un peu l'arlésienne, mais c'est un peu l'arlésienne parce que beaucoup de gouvernements en Europe sont dirigés par des conservateurs, membres d'ailleurs de l'autre parti important du PPE, qui finalement disent oui mais font non, ou disent oui et freinent. Et donc, si demain... Et je tiens à rappeler aussi que M. Di Rupo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en fin 2011, lors de son premier Conseil des ministres européens, a effectivement parlé de la taxe de transactions financières et des travailleurs détachés. Et il faut convaincre aussi les autres chefs d'État et de gouvernement des autres pays, qui sont malheureusement, pour la plupart, encore des conservateurs aujourd'hui. Les choses changent, restons optimistes et comptons précisément sur un Parlement où la gauche sera plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, deviendra peut-être le premier groupe pour effectivement réaliser cette taxe sur les transactions financières qui serait quelque part un début d'une politique de relance orientée plus vers le social et vers l'humain plutôt que vers les bénéfices des banques. Thierry, est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux ? 2 réactions, Jean-Jacques. Le réseau Nous Citoyens se demande s'il ne serait pas préférable d'avoir une Europe à 2 vitesses, où la Belgique puisse s'associer à des pays économiquement solides. Vous nous donnerez, si vous le voulez bien, votre avis sur ce point. Et puis, dans un message privé sur Facebook, Annelise a repris le titre d'un édito que vous avez rédigé sur votre blog et où vous spécifiez qu'il est urgent de sauver l'âme de l'Europe. Alors là, on vous sent craintif, André Flahault. Vous avez peur que l'électeur boude le bulletin de vote européen ? Certainement, et quand on voit que dans de très nombreux pays, c'est le repli sur soi, c'est le nationalisme, c'est l'égoïsme, tout le contraire de la solidarité et des valeurs fondatrices de l'Europe, il faut absolument que les démocrates, ceux qui croient encore en la réalisation de ce grand projet qui a amené la paix et qui pourrait amener aussi un épanouissement et plus de bien-être pour tout le monde, que se mobilisent pour éviter de donner le pouvoir à ceux qui se replient sur eux-mêmes. En ce qui concerne l'autre question qui porte sur l'Europe à 2 vitesses, c'est vrai que la règle de l'unanimité paralyse ou freine énormément et même quelquefois met entre les mains de la Grande-Bretagne, pour ne pas le citer, les freins pour éviter que des politiques européennes réelles, coordonnées et cohérentes voient le jour. Et donc, la guerre, elle n'est pas entre les démocrates. La guerre, elle est contre les eurosceptiques. Voilà, alors tout de suite, je propose qu'on parle déjà au 2e thème de cette émission, l'immigration et la coopération au développement. Alors, Monsieur Flahault, le budget de la coopération au développement a été diminué chez nous. Est-ce que vous pensez que si on l'augmentait, cela permettrait de réduire l'immigration extra-européenne ? D'abord, je n'oppose pas l'immigration à la coopération au développement, même si je dis que il est prioritaire de développer des politiques plus de partenariat que de coopération avec de nombreux pays et sans négliger, ou plutôt en redonnant la priorité à cet axe naturel de solidarité trop longtemps négligé, qui est l'axe nord-sud. Et le ministre Labi, qui sort de charge de la coopération, a effectivement bien préparé les cahiers pour des successeurs, en identifiant que la priorité, ça doit être l'Afrique centrale, et plus particulièrement le Congo et l'Est du Congo, et les autres pays d'Afrique centrale, avec cette notion de partenariat qui implique tout le contraire de la néocolonialisation ou du paternalisme, qui implique le respect mutuel pour construire ensemble, pour privilégier la formation de formateurs. Et pour cela, ça implique effectivement des moyens. Certes, certains moyens ont été réduits, mais il faut dire aussi que ces moyens n'étaient pas totalement utilisés parce qu'il y a des complexités administratives énormes et le ministre Labi a lui aussi simplifié cela. Il a mis en ordre la coopération technique belge, il a mis en ordre bio et donc le département aujourd'hui sera sans doute plus efficient et plus efficace sous la prochaine législature. Mais il fallait passer par là. Alors, premier élément aussi, je crois, qu'il est important de s'engager fermement pour annuler purement et simplement les dettes de certains pays. Parce que c'est quand même un peu idiot d'amputer certains budgets d'États souverains par des remboursements de dettes qui empêchent ces États souverains, avec notre aide peut-être, de se concentrer sur les missions essentielles de la coopération et du partenariat, à savoir
l'éducation, la santé, la situation des femmes, la création de l'emploi et également dans un autre aspect. Là, l'Europe peut nous aider aussi, les infrastructures et la reconstruction. Je ne néglige pas les priorités de la sécurité et également des forces armées. J'ai participé moi-même, mais aussi en partenariat, à former des militaires dans l'est du Congo qui ont mis à mal des rébellions avec la MONUSCO. L'Afrique est aux Africains. La coopération, ça doit être du partenariat. Ce sont des gens qui se regardent dans les yeux en ayant conscience des difficultés et des atouts de chacun pour atteindre un objectif dans un temps donné. Nous n'avons pas non plus vocation à transposer des modèles. Aucun modèle n'est transposable et nous devons surtout abandonner notre comportement de donneur de leçons. Par rapport à la politique de migration, vous partagez la vue de Maggie de Bloch, parce qu'elle fait quand même la politique du gouvernement auquel votre parti appartient. Je vais vous dire que j'ai vu l'immigration à un haut niveau à un certain moment. Il fallait trouver des endroits pour héberger les personnes. Aujourd'hui, Madame de Bloch a mené une politique en tenant compte de la réalité politique de sa communauté, mais aussi de la réalité politique et des opinions publiques que nous avons dans notre pays. Elle a fait un effort pour essayer de garder la ligne entre une forme de rigueur et d'humanité. Et là, je crois que c'est important pour toute législation, quelle qu'elle soit. Il est important de garder le souci d'être humain dans l'application et d'appliquer les réglementations avec discernement en essayant de se prémunir des intoxications extérieures et des pollutions médiatico-populistes. Des réactions apparemment, Thierry. Bien justement, sur Twitter, nous avons un message de Shani, un prénom ou un pseudo en couleur, puisque si je ne me trompe en hébreu, ça veut dire rouge. Le hasard fait bien les choses. Shani rappelle qu'il y a 2 ans, vous disiez que la Belgique n'a jamais maîtrisé sa politique d'immigration. Tenez-vous alors encore le même discours ou bien, comme vous semblez le dire, Dr Maggie a fait des miracles? C'est la première question. La deuxième question, certains voudraient savoir si M. Flao partage l'avis de nombreux partis, notamment en Flandre, selon lequel l'aide sociale aux immigrés doit être modulée en fonction de leur réussite d'un parcours d'intégration. Alors la première chose, est-ce que le docteur Maggie a réussi? Je crois en tout cas qu'elle a infléchi une politique et qu'elle a gardé une ligne équilibrée et c'est ça qui est important dans ce genre de matière parce que ça concerne des hommes et des femmes. Mais effectivement, la loi doit être respectée. Vous ne m'en voudrez pas de le rappeler. Et il est clair que certaines médiatisations mettent quelquefois à mal la solution de certains problèmes. En ce qui concerne le parcours d'intégration, je crois que le meilleur parcours d'intégration, c'est celui qui se fait dès l'apprentissage, l'accueil des enfants dans les écoles. C'est faire en sorte que les personnes venant d'ailleurs soient intégrées, acceptées, reconnues et respectées. C'est la raison pour laquelle je plaide depuis des années pour l'intégration d'un cours d'apprentissage à la citoyenneté dans les écoles depuis le début de la scolarité. Alors, il y a effectivement une façon, je dirais, humaine de prévoir une forme d'intégration. Je ne partage pas la formule brutale que l'on retrouve dans certaines communes du nord du pays, mais la nécessité d'aider les gens, et ça peut se faire au travers des collectifs des femmes, comme nous avons ici à Louvain-la-Neuve, ou encore d'autres associations, qui réussissent bien mieux qu'en imposant des critères, des examens qui n'ont toujours qu'un caractère théorique. Voilà, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, pas beaucoup plus. On va directement passer au troisième thème essentiel aujourd'hui, c'est l'éthique et la bioéthique, qui pose la question de savoir quel type de société nous voulons construire. Alors, la Chambre des représentants a voté, sans entendre d'experts, la loi sur l'euthanasie des petits-enfants malades. Alors, répondez-nous franchement, est-ce qu'on n'a pas été trop vite pour faire passer une loi avant la fin de la législature, ce qui a donné finalement une loi mal ficelée? Non, et je voudrais être très clair là-dessus. Je crois que là aussi, on ignore les mécanismes. Et venir dire qu'on n'a pas écouté des experts alors que le Sénat, tel qu'il était constitué, avec des personnes en grande responsabilité, en connaissance de cause. Il y a des médecins au Sénat, etc. Est-ce qu'ils ont été entendus à la Chambre ?
Mais pourquoi fallait-il qu'ils soient entendus à la Chambre à partir du moment où un débat a eu lieu au Sénat? Et croyez-moi, dans les formations politiques, il y a eu aussi des débats et on a aussi écouté des gens. Les personnes qui disaient il fallait recommencer à la Chambre, vous m'excuserez, mais c'est une façon de retarder la discussion et l'aboutissement d'un dossier qui n'est pas nouveau, puisque finalement, il venait du début des années 2000 aussi. Ceci étant dit, il y a aussi une mauvaise et une désinformation qui est faite lorsqu'on a caricature. Je vois aujourd'hui quelques personnes qui viennent placarder sur les affiches qu'on est des tueurs d'enfants. Écoutez, moi je suis aussi père de famille et je n'ai pas vocation à tuer les enfants, certainement pas. Je suis trop respectueux de la personne humaine pour faire cela. Mais il y a eu sur ce thème une discussion, beaucoup d'experts entendus. D'ailleurs, ce qui se passera après le 25 mai prochain, il n'y aurait pas une double discussion, puisqu'il n'y aura plus qu'une chambre où ce sera discuté. Ici, on aurait encore pu dire on va recommencer. Mais est-ce utile de recommencer sans cesse le même débat ? Non, à un certain moment, les hommes et les femmes politiques doivent, en ayant écouté les débats, en ayant lu les rapports, en ayant rencontré des personnes, ce que j'ai fait, je suis sans doute le seul à avoir écouté tous les débats tout au long de cette législature de 4 ans, eh bien, je dois vous avouer que moi, je me suis forgé mon opinion en écoutant ce que les uns et les autres disaient. Et pour vous, on a entendu suffisamment pour réfléchir, y compris les accusations de mauvais contrôle de l'euthanasie en Belgique ? Écoutez, j'ai rencontré les pédiatres signataires de la lettre, ils sont venus me voir, je les ai écoutés, et à un certain moment, certains d'entre eux m'ont dit, de toute façon, faut-il légiférer, parce que de toute façon, c'est quand même comme ça que nous travaillons. Alors, je suis contre toute hypocrisie. Moi. Je préfère avoir des choses claires, je préfère avoir des contrôles clairs, plutôt que de dire ou faire semblant qu'on va faire ceci ou pas faire cela. Le Parlement est un organe souverain. Le Parlement a décidé, sa décision doit être respectée, et à un certain moment, en politique, après avoir écouté, discuté, échangé, et c'était un débat lourd, difficile, parce que chacun on fait son examen de conscience en disant qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans cette situation, comment on réagirait, pourquoi faudrait-il faire, quelles sont les garanties, est-ce que tout sera... Et des réponses ont été données aussi dans le débat à la Chambre, parce que les mêmes questions ont été posées, et je peux vous assurer que moi-même, je me suis décidé au dernier moment si je votais pour, ou si je votais contre, ou si je m'abstenais. L'abstention n'est pas une solution, il faut décider à un certain moment. Alors j'imagine, Thierry, qu'il y a des réactions sur la toile, parce que ça, c'est un sujet qui amène toujours beaucoup de commentaires. Ah, la tutosphère vient de s'animer d'un seul coup, là, Jean-Jacques. Alors, prenez bien note des différents points. Êtes-vous, André Flahault, opposé ou non à tout élargissement de la loi actuelle sur l'euthanasie, notamment aux nouveau-nés et aux personnes atteintes de démence ou ayant perdu la conscience d'elles-mêmes ? Philippe réagit régulièrement depuis ce matin. Fin mars, dit-il, vous avez reçu le président chinois. En dehors des questions économiques, avez-vous eu le temps de lui rappeler les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Un message envoyé depuis la région du centre par Gisèle. Monsieur Flahault, vous êtes dans le top 3 des politiciens les mieux payés du pays. Mais bon, il est clair que vous payez vos impôts, proportionnellement, imagine-t-elle d'ailleurs, à vos revenus. Mais quand même, s'exclame notre auditrice, plus de 16 000 € net par mois. Vous l'avez compris, Gisèle voit rouge. Hugues veut savoir si M. Flahault reconnaît aux médecins et aux hôpitaux le droit d'invoquer la clause de conscience et de refuser leur collaboration à un acte médical qui serait contraire à leurs convictions. Et dernière indiscrétion, samedi soir, André Flahault, avez-vous voté pour Conchita lors de la finale du concours Eurovision de la chanson ? Alors, je n'ai pas regardé le concours Eurovision de la chanson, donc voilà. Vous trouvez ça barbant ? En ce qui concerne les revenus, c'est exact, mais j'assume. Et en plus, madame dit que c'est transparent. C'est bien, et je souhaite, moi, que la transparence soit totale pour tous les revenus, y compris pour les joueurs de football, pour les joueurs de tennis, pour les banquiers, pour les grands patrons, et que le système d'imposition soit juste et redistributeur. C'est ma préoccupation, et je n'ai aucun problème à payer des impôts proportionnels et plus que proportionnels au revenu que j'ai.
des économies et des réductions ont été opérées. On a réduit les indemnités de certains parlementaires, de moi-même, de 25%. Donc j'ai participé aussi à l'effort. Mais je sais que ça ne sera jamais assez pour certains et que ça sera beaucoup trop pour d'autres. En ce qui concerne la liberté de conscience des médecins, il n'y a pas de raison que moi je plaide pour la liberté de conscience et que je l'empêche à d'autres d'avoir cette liberté de conscience. Mais il faut aussi alors peut-être rendre la liberté aux patients de choisir un autre hôpital pour effectivement examiner la situation. Et en ce qui concerne la première question, là je l'ai oublié. Mais c'était pour savoir si vous étiez opposé ou non à l'élargissement de la loi, notamment aux personnes démentes. La question, lorsqu'elle sera posée, devra faire le même examen, le même objet de l'examen qui s'est fait pour les enfants mineurs. Et je suppose qu'à ce moment-là, il y aura aussi un débat large avec une écoute attentive. Si la question se pose, je crois que c'est la meilleure façon de légiférer. Donc vous n'y êtes pas opposé a priori? Je ne peux pas être opposé à un débat, parce que je crois que le débat fait partie de la vie. Et je crains que lorsque l'on dit est-ce que vous êtes pour ou contre, on caricature des choses. Je viens de rappeler que ce ne sont pas des matières pour lesquelles on caricature, on n'est pas pour, on est contre, on prend à un certain moment une décision en conscience, en âme et conscience, en fonction de ce que l'on entend, et il faut éviter de croire que les partis sont caporalisés en disant vous voterez comme ceci ou vous voterez comme cela. C'est la même chose avec les droits pour les homosexuels, c'est la même chose pour le mariage des homosexuels, pour les adoptions d'enfants homosexuels. Ce sont les mêmes questions qui se posent, ces mêmes questions doivent être étudiées sérieusement sur base d'une écoute attentive, d'une écoute active, d'échange. Et puis, à ce moment-là, les politiques doivent prendre leurs responsabilités et assumer leurs responsabilités, ce que je fais. Alors, peut-être une question de sémantique, mais quand on a parlé de l'euthanasie en général, on parle toujours de mourir dans la dignité. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne choisissent pas l'euthanasie meurent dans l'indignité, selon vous ? Non. Par exemple, j'accorde beaucoup d'importance aussi à tous les services qui doivent être aussi revalorisés pour accompagner lors des soins palliatifs. Je crois que il faut laisser dans notre société le choix à chacun de décider à un moment ou à un autre ce qu'il veut faire pour sortir. Voilà, alors tout de suite, encore des réactions, Thierry, ou bien... Non, rien pour le moment, merci. Alors voilà, le dernier thème, c'est la place de la religion dans la société. Alors Pierre Galland, que vous connaissez bien, puisqu'il était sénateur socialiste, avait déclaré en quittant la présidence du Centre d'action laïque, je cite, « Les religions sont redevenues beaucoup plus vindicatives ». Il a ajouté que la religion ne doit pas se mêler de politique. Alors André Flahault, les catholiques et les croyants n'ont pas le droit de s'exprimer dans le débat de société ? Si, et heureusement que nous ne sommes pas dans une société à la française où on a vu surgir à certains moments des démonstrations inquiétantes d'intolérance. Je crois que la tolérance, elle doit faire partie de notre vie en société. C'est la raison pour laquelle moi je plaide vraiment pour instaurer ce cours d'apprentissage à la citoyenneté. Alors tout de suite on m'oppose, on me dit oui mais les cours de religion, les cours de religion protestante, etc. Qu'en faites-vous? La morale laïque, qu'en faites-vous? Ma conviction, voyez-vous, c'est si on transformait 1 ou 2 heures de cours philosophiques en cours d'apprentissage à la citoyenneté, un tronc commun à l'ensemble des enfants, la petite musulmane, le petit catholique, le petit orthodoxe, qui pourraient découvrir ensemble les valeurs de ce qui fait la richesse de notre démocratie, c'est-à-dire la valeur d'échange, de respect, de découverte. Vous pensez qu'il n'y a pas ces valeurs dans les valeurs religieuses ? Elles y sont, mais il vous conviendrait que la façon dont l'enseignement est organisé en réseau, par exemple, ou on vous oblige de choisir tantôt la religion catholique. Je suis un modèle. Moi, j'ai commencé l'école primaire communale où on lisait deux pages de la Bible par jour et on commençait par la prière. J'ai ensuite poursuivi dans une école officielle, l'Athénée de Jean Blou. J'ai ensuite choisi l'Université libre de Bruxelles. J'ai été enfant de cœur. Donc j'ai moi-même picoré un peu partout et je rencontre énormément de personnes de confessions différentes et de personnes qui n'ont pas de confession. Ma vie, c'est ça. C'est rencontrer les autres, c'est créer le maillage, mais ne pas obliger les gens à se mettre dans un couloir de réflexion, dans un itinéraire de vie. Je suis baptisé, j'ai fait ma communion solennelle, j'ai été enfant de cœur, mes enfants ne sont pas baptisés parce que j'avais considéré qu'ils pouvaient décider le moment venu s'ils allaient être baptisés ou pas. Et je ne m'opposerai jamais à quelqu'un qui voudrait être baptisé ou voudrait aller dans telle orientation ou non. Je respecte trop les convictions des uns et des autres
pour l'imposer aux uns et aux autres. Et j'attends que l'on fasse la même chose à mon égard. Et je me dis que si on formait vraiment des citoyens respectueux, conscients des valeurs, se battant pour les valeurs et leur permettant en fin de cycle d'éducation d'avoir des cours de philosophie. Mais avoir des cours de philosophie, oui, c'est bien, mais on n'apprend pas à quelqu'un à faire un marathon si on n'a pas appris à marcher. Et il en va de même pour l'éducation citoyenne. C'est ça que je plaide. Et donc, je suis pour finalement cette grande ouverture, cette grande discussion, mais avant tout sur le respect mutuel. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a un discours laïque qui peut exacerber le sentiment d'appartenance religieuse dans certaines communautés ? Je me méfie des chapelles dans toutes les religions, et également dans le monde laïque. Je crois qu'il faut ouvrir un maximum les portes. J'ai des gens qui ont travaillé pour moi, je pense à Nabila Benaïssa, qui est entrée à mon cabinet après, elle avait souhaité venir travailler chez moi, elle était voilée, elle en est sortie non voilée. Une autre fille est entrée, elle n'était pas voilée, elle en est sortie voilée. Je respecte les croyances et de chacune et de chacun. J'ai quelquefois des esprits chagrins qui me reprochent lorsque je prépare des sandwichs halal pour quelques scouts musulmans qui viennent aider pour la fête du 15 novembre. Mais quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous essayez de faire en sorte qu'il soit reçu et ne pas l'indisposer. C'est la même chose. Et donc voilà, respectons-nous les uns et les autres, combattons contre les intolérances, contre les rejets, et qui amènent à des extrémismes. Ceux qui tortent les religions, ce sont ceux qui créent le danger pour les démocraties. Et donc, travaillons avec ceux qui respectent les principes de base qui sont souvent communs à toutes les religions. Voilà, il nous reste 4 minutes, alors peut-être des dernières réactions sur Internet, Thierry ? Concernant ce thème-ci non plus, par contre, concernant le thème suivant, Jean-Jacques, réaction effectivement sur les réseaux sociaux, à savoir pourquoi l'EPS ne profite-t-il pas d'une réforme de la Constitution pour y écrire que la Belgique est un État laïque et du coup balayer les religions d'un revers de la main. En principe, il y a une séparation de l'Église et de l'État dans notre société. Il faudra sans doute réfléchir à, notamment pour des raisons budgétaires, au coût, mais du matériel des religions. Et vous savez, quand j'étais à la Défense, j'ai eu l'occasion de pouvoir compter sur des aumôniers catholiques très ouverts, très en phase avec la vie au quotidien, et qui m'avait dit un jour, vous savez, les églises et les chapelles que l'on trouve dans les casernes, on peut en réduire la dimension, mais on peut par exemple aussi s'arranger à ce que ça soit ouvert à d'autres moments, à d'autres églises. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une réduction du nombre d'aumôniers catholiques à la Défense ? La réduction du nombre d'aumôniers catholiques à la Défense correspond à une réduction, finalement, à la fois de la réalité sociologique, mais aussi au fait que nous n'étions plus dans une société, dans une entreprise de défense avec la conscription. On était passé d'une armée de conscription à une armée de professionnels, et beaucoup de gens venaient à la Défense travailler comme on allait travailler à l'usine, et ils pouvaient rencontrer un prêtre dans leur village, ou un aumônier, ou un pasteur. Et donc c'était calqué sur la nouvelle société. De temps en temps, il faut vraiment moderniser aussi et oser poser des actes sans être accusé de faire du sectarisme ou de l'intransigeance. Je vous dis, moi je suis quelqu'un qui respecte toutes les opinions et surtout toutes les personnes. Alors, il nous reste 2 minutes. Thierry. Petite réaction, dans une revue pour laquelle vous avez écrit la préface, vous tentiez de répondre à cette question: quel islam pour l'Europe du XXIe siècle ? Avez-vous trouvé la réponse ? Je suis persuadé qu'il y a à travers de l'islam et à travers de personnes qui sont de cette confession, il y a la possibilité de réfléchir ensemble à construire un monde meilleur et à mieux vivre ensemble. Aussi, mais avec ceux des autres religions. Voilà, alors encore une dernière question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port de signes religieux ou convictionnels, notamment sur les lieux de travail et dans la fonction publique ? C'est un dossier qui est instrumentalisé par certains pour exister médiatiquement, que à partir du moment où ça n'indispose pas les intervenants, les clients des fonctions publiques,
ça peut marcher. Si ça devait indisposer ou créer un malaise, il faut effectivement prendre des dispositions pour éviter cela. C'est ce qui tourne aujourd'hui autour du voile, mais ce qui a tourné autour à un certain moment sur les crucifix dans certains cours d'assises ou autres. Donc, ne provoquons pas de problème. Moi, je porte un triangle rouge à la boutonnière et pas d'autres décorations, tout simplement pour manifester mon engagement permanent à lutter contre toutes les discriminations, toutes les expulsions, tous les extrémismes, tous les racismes, et donc pour une tolérance maximum, quelles que soient les convictions. Donc c'est un signe qui représente le triangle rouge que portaient les prisonniers politiques dans les camps de concentration. Mais c'est surtout un signe de tolérance et de tolérance pour tout le monde, et donc qui pourrait être accepté par tout le monde. Et bien voilà, c'est ici qu'achève cette rencontre. Merci André Flahault d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Mathieu Grunzes et à Thierry Grolich, ainsi qu'à toute l'équipe qui a préparé ce rendez-vous. Merci à Mathieu Argot pour la technique, et demain nous recevrons Didier Gozouin pour les FDF. Merci beaucoup André Flahault.